Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, je reçois Mylène Armstrong, qui est conseillère en développement économique à la MRC de Charlevoix, Myriam Lachance, travailleuse de rang pour la capitale nationale et Côte-Nord, ainsi que Jérôme Le Breton, chargé de projet pour Découvre ton village. Bonne émission. Bonjour Mylène, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, alors toi, tu es conseillère en développement économique à la MRC de Charlevoix. Oui, exactement. Bon, et puis là, entre autres, dans tes tâches, tu t'occupes de l'économie sociale? Effectivement, donc moi, je m'occupe des dossiers d'économie sociale. Donc, on a plusieurs entreprises d'économie sociale dans Charlevoix. Donc, moi, je suis là pour les accompagner, les aider à développer leurs projets, recevoir des demandes, puis aider les nouveaux projets d'économie sociale aussi. On va en parler aujourd'hui. En développer d'autres. Oui. Là, c'est le mois de l'économie sociale, le mois de novembre. Oui, à chaque année, depuis quelques années, là, partout au Québec, les pôles des entreprises d'économie sociale soulignent le mois de novembre, donc soulignent les réussites en économie sociale. Il y a plein d'activités qui sont organisées. Donc, depuis 2 ans, on s'entend, c'est en visioconférence. Donc, il y avait plusieurs webinaires, des panels, des conférences, puis beaucoup d'occasions de faire parler de c'est quoi l'économie sociale et faire reconnaître ce pan-là de notre économie au Québec. Est-ce que cette année, vous avez des activités, mais plus avec le beau mot en présentiel? En présentiel, non, pas cette année encore. Okay. L'année prochaine, probablement, mais on prépare d'autres choses pour l'économie sociale, peut-être un peu plus tard dans l'année. Je vous en reparle. Est-ce que tu peux nous donner une idée de combien il y a d'entreprises à peu près là, en économie sociale? Bien, les entreprises d'économie sociale au Québec, là, on parle de un peu plus de 11 000 entreprises. Donc, ça se trouve être des coops, des coopératives de différentes sortes, des OBNL qui ont un volet marchand, donc qui vendent des produits ou des services de toutes sortes, ou des mutuelles. Donc, si on parle du Québec, comme je disais, c'est un peu plus de 11 000. Dans Charlevoix, on en a 81, si je ne me trompe pas, 81 entreprises d'économie sociale. Quand même, c'est important. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les domaines dans lesquels... Oui, bien, on parle beaucoup de l'habitation, on parle de art et culture, tous les organismes qui offrent des produits culturels ou des événements culturels, c'est souvent des OBNL. On a des coopératives comme ici dans Charlevoix, par exemple, le Mouscafé ou la coopérative L'Affluent, la coopérative de l'Arbre. Donc, c'est des exemples de coopératives qui offrent des services à leurs membres puis des services à la population. C'est intéressant, dans les 3 derniers que tu as nommés, oui. Bien, il y a dans le fond de la restauration. Oui. Il y en a un qui c'est de l'hébergement et puis l'autre, bien, c'est de la coupe d'arbres ou... des services, services en environnement, éducation à l'environnement puis de l'arboriculture. Ouais. Puis TVCO est un organisme d'économie sociale. Donc, on parle d'un OBNL qui offre un service. On a nos médias communautaires dans Charlevoix. On en a là, dans Charlevoix des médias communautaires qui nous permettent d'avoir une information de qualité, des belles émissions comme on a ici aujourd'hui. Puis tout ça, c'est de l'économie sociale. Donc, c'est des entreprises collectives qui sont gérées par des groupes qui siègent sur des conseils d'administration puis qui vont prendre des décisions pour développer un service, un produit, une offre qui répond à des besoins dans notre communauté. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que des fois, on pense que parce que c'est des OBNL ou des organismes à but non lucratif, bien, les services, c'est pas comme les services d'une entreprise, on va dire régulière, là, tu sais, alors qu'au contraire, je trouve que souvent, ils sont le plus près possible de ce que leurs membres, de ce que les gens veulent. Bien, en fait, ça fait partie de notre économie, aux côtés des entreprises privées, des travailleurs autonomes, des autres entreprises. Donc, c'est un tout. On parle d'à peu près 75 % des entreprises d'économie sociale qui sont vraiment ancrées dans offrir un service à leur population. Donc, ça va être vraiment des entreprises qui répondent aux besoins des communautés sur place. Et puis, c'est en complément avec l'économie régulière, disons, ou traditionnelle. Et on parle à peu près 10 % du PIB au Québec, donc disons
des entreprises ou du volume d'affaires au Québec, là, c'est pas rien, c'est 1 sur 10. Il y a beaucoup d'emplois aussi en économie sociale, des emplois qui vont être... les employés vont pouvoir avoir un mot des fois à dire là, dans comment va se développer leur coopérative ou leur OBNL pour laquelle ils travaillent. C'est une gestion participative. Alors, des fois, c'est peut-être plus intéressant, là. Ça peut. Si quelqu'un aime ça, être impliqué et tout ça. Toi, c'est une OBNL aussi? Oui, absolument. OK. Au niveau provincial. Oui. Effectivement. On va en parler tout à l'heure, c'est intéressant. Donc, c'est sûr que ces entreprises-là, pour être des entreprises d'économie sociale, il faut qu'elles offrent un produit, qu'elles vendent des services ou des choses comme ça. Oui, puis on faisait la comparaison avec l'économie traditionnelle ou les organismes communautaires. L'économie sociale, ça va être des entreprises qui doivent générer une autonomie de revenus. Donc, ils vendent des produits, des services, puis ils ont une autonomie. Donc, ils ne vont pas être dépendants des subventions, par exemple. Il peut y avoir des subventions pour développer les entreprises qui offrent des services locaux, mais il y a toujours des revenus autonomes aussi par des ventes de produits et services. Donc, c'est vraiment l'offre et la demande aussi, puis il faut que l'entreprise réponde à un besoin pour lequel les gens vont payer. Donc, ça fait partie de notre économie. Bien, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont été fondés ici parce que c'était des besoins en santé. Tu sais, c'est toutes sortes de choses qui étaient des besoins de la population que s'ils n'avaient pas démarré eux-mêmes, eh bien, probablement qu'il n'y en aurait pas. Là, il n'y aurait pas ces services-là. On pense à la coop de santé aussi. C'est un bon exemple. Puis on vient avec les médias communautaires. C'est vraiment très intéressant parce que sinon, on n'aurait pas, c'est important, l'information. Alors, l'information qui circule. Alors, si on n'avait pas ça, bien, dans le fond, ça serait quelque chose qui manquerait à la population. Puis ça permet de communiquer puis d'animer aussi la population. Alors, c'est très intéressant. Bon. Et puis, vous avez des programmes, je pense, de financement aussi à la MRC. Oui, à la MRC de Charlevoix, on a le Fonds de développement des entreprises d'économie sociale. Donc, ça peut être soit pour un démarrage d'une entreprise d'économie sociale ou pour son développement d'une entreprise qui est déjà existante. Donc, c'est possible de nous contacter directement au service de développement local et entrepreneurial à la MRC de Charlevoix. Puis, comme je le disais tout à l'heure, on offre de l'accompagnement aussi, des services pour tous les besoins de développement de ces entreprises-là aussi. Bien oui, parce que comme les autres entreprises ont besoin au niveau des ressources humaines, pas juste au niveau des ressources financières. Bien, c'est très intéressant. Ça vous a amené à développer quelque chose d'autre? Oui, en fait, je l'ai nommé tout à l'heure, l'économie sociale répond souvent à des enjeux du territoire. Donc là, il y a un projet qui se développe avec le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale pour un événement qui va avoir lieu au mois de mars, donc du 17 au 20 mars. C'est un événement qui va se tenir sur 4 jours pour vraiment créer un lieu, un laboratoire d'émergence d'économie sociale ou de projet à impact social. Donc, ça va être lancé très prochainement. Donc, l'appel à idées va être ouvert à partir du 25 novembre jusqu'en février prochain. Puis, les gens peuvent déposer des idées ou des projets. Donc, si les gens ont des idées pour répondre à des besoins de leur territoire, qu'on parle en termes de logement, d'accès à des services, de maintien des services de proximité, tu sais, des épiceries ou des différents... On parle de la coop, le marché des montagnes à Notre-Dame-des-Monts. C'est un bel exemple, ça, de gens qui se sont mobilisés pour maintenir ou pour créer un service de proximité. Puis répondre à quelque chose qu'il n'y avait plus dans le village. Là, exactement. Qui est très important quand même, l'alimentation. Mais comment on peut s'inscrire à ça? Ça va être sur le site du pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. Évidemment, il y aura un lien sur notre site de la MRC de Charlevoix. Donc, les gens sont invités à aller prendre connaissance de l'appel à projet, voir tout le descriptif là, de comment on peut participer à cet événement-là. Il y aura des panels, il y aura des conférences, il y aura des ateliers spécialisés pour accompagner les gens, pour essayer de prendre leur idée. Tu sais, des fois, les gens ils ont des idées pour répondre à des besoins du territoire, mais de là à transformer ça en une entreprise d'économie sociale existante, une coop, une OBNL qui fonctionne, qui offre des services. Nous, on est vraiment là pour aider à accélérer la réalisation de ces projets-là, puis à réunir les gens
qui ont des motivations semblables puis qui pouvaient se trouver des affinités à travailler ensemble. OK. Là, c'est beau, un laboratoire, mais on ne sait pas tous comment ça fonctionne. Là, tu nous parles de panel et tout ça. Est-ce que c'est même ceux qui ne veulent pas démarrer quelque chose, mais qui disent, moi, dans mon village, j'aurais besoin de... Tu sais, on aurait besoin de tel service. Alors, comment ça peut se passer pour eux, là? Bien, c'est l'occasion d'en parler. L'idée, là, quand ça va avoir lieu, c'est qu'il va y avoir des événements publics, donc des conférences, plein de contenus inspirants, de choses qui se font dans d'autres régions, peut-être même dans d'autres régions du monde. Donc, on va venir amener les gens à se réunir pour discuter de ces enjeux-là, puis essayer d'allumer plein de petites ampoules, plein de petites idées, de faire germer, en fait, plein d'idées pour voir se créer des nouvelles solutions à des enjeux présents sur le territoire. Ça, c'est intéressant, mais les gens, des fois, ils disent, bien, c'est ça, là, on va aller jaser, mais après, il ne va rien arriver, là, tu sais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour résumer, pour dire, on va rapporter ça, puis après, il y a une continuité? La continuité, ça va être dans l'accompagnement. Là, on veut vraiment travailler avec des gens qui ont des projets, des idées, puis qui veulent les développer. Donc, c'est sûr que les MRC, tout ça se fait en collaboration avec la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. On a un partenaire comme Microcrédit Charlevoix qui est là aussi, la CDRQ qui est là auprès des coopératives partout dans la capitale nationale. Donc, c'est tous des accompagnateurs qui vont aider les projets à se développer en accéléré pendant le laboratoire, mais pendant les mois à suivre pour monter des projets concrets, aller chercher du financement pour les réaliser, puis essayer de réseauter les gens, là, de les mettre en contact avec les bonnes personnes pour avoir des histoires à succès. OK. Là, quand tu dis que tous ces organismes-là sont là pour aider et tout, puis accélérer les projets, c'est durant les 4 jours que là, il va y avoir des gens qui vont travailler sur un plan d'affaires, une idée? Oui, sur un plan de projet, exactement. Un plan de projet. Oui, donc sur place, on va travailler les modèles d'affaires, donc essayer de faire évoluer une idée vers un projet d'entreprise d'économie sociale concret. Puis ces gens-là, oui, ils vont être présents au laboratoire au mois de mars, mais ils sont aussi présents à l'année tout le temps, puis ils vont offrir un accompagnement suite à l'événement là, pour aider à concrétiser ces projets-là. Puis nous, on va être aux premières loges de tout ça, là, les deux MRC dans Charlevoix. Les conseillers, les conseillères locales aussi, donc... Écoute, ça me paraît super excitant. Ben, c'est en 2022. Tu viendras. Bien, peut-être, on ne sait jamais, si j'ai une idée. Est-ce qu'en terminant, il y a autre chose, dans le fond, là, que vous avez dans vos cartons en économie sociale pour des activités ou des choses comme ça? C'est sûr que pour l'année prochaine, pour le mois de l'économie sociale, on va vouloir avoir des activités en présentiel. On va espérer aussi, bien, en fait, on est sûr qu'on aura des nouvelles entreprises d'économie sociale à vous présenter, puis qu'on va pouvoir vous inviter, vous accueillir, puis avoir les gens vivre ces entreprises-là également. Si on va avoir plus d'informations, on te rejoint toi? Oui, directement au service de développement local et entrepreneurial à la MRC de Charlevoix. On peut visiter notre site Internet. On peut aussi aller sur le site du pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. Et le projet Créatique qui va avoir lieu au mois de mars va être tout détaillé sur le site. Même chose pour les consignes pour participer à cet événement-là. Bon, bien, bonne chance. Puis on a hâte de voir les résultats sur le terrain. Mais merci beaucoup, Mylène. Merci, Sylvie. On vous revient après la pause. Nous accueillons Myriam Lachance. Alors, Myriam, bienvenue. Merci. Alors, tout à l'heure, on a dit que tu étais travailleuse de rang. Alors, c'est toujours ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis tantôt. Et toi, ton territoire, c'est la capitale nationale et la Côte-Nord. Exactement. Et puis, quel est ton travail? Tu peux nous en parler un peu? Oui, le travail de rang, en fait, c'est de l'intervention pour prévenir la détresse psychologique des agriculteurs et agricultrices. Le but, en fait, la mission d'Au cœur des familles agricoles, qui est mon employeur, c'est vraiment de favoriser le bien-être des familles agricoles. Donc, moi, je suis travailleuse sociale de formation. J'ai de l'expérience en relation d'aide en santé mentale. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers les agriculteurs pour leur offrir des services psychosociaux. Donc, de l'écoute, de l'accompagnement, référer vers les bons suivis, les bons services si jamais c'est pas moi qui peux les aider. Je peux faire de l'individuel autant que travailler avec un couple, une famille, ou un groupe, là, tu sais, par exemple, s'il y a, on va parler tantôt un peu plus des motifs, mais s'il y a un feu ou un suicide, souvent ça touche
plusieurs personnes, là, plus que la famille concernée. Donc, on va aller travailler avec tous les gens concernés. Ouais, ça peut être les voisins, les voisins, puis exactement. des gens qui étaient, ça peut être la parenté aussi. Oui, exactement, qui est touchée aussi. Donc, nous, on a vraiment une approche qui est préventive, proactive, qu'on appelle. Okay. Dans le fond, on veut être là quand les gens vont vraiment pas bien, mais on veut les accompagner, puis les connaître, puis aller à leur rencontre quand ça va bien aussi, avant, pour qu'ils nous connaissent, qu'on ait déjà fait un contact ensemble, puis qu'on connaisse leur entreprise, qu'on sache comment ils fonctionnent. Puis là, ils vont penser à nous plus facilement après, s'ils ont un moment plus difficile. Mais ça arrive aussi qu'il y a des agriculteurs qui, dans le fond, ne veulent pas demander de l'aide. Ça arrive souvent, hein, surtout si c'est de l'aide psychologique. Du financement, le vétérinaire, ça va, hein, c'est pour leurs animaux, leur entreprise. Mais pour eux, dans le fond, quels sont les motifs, sans dévoiler des choses secrètes, là, mais quels sont les motifs souvent qui font que les gens, les agriculteurs, agricultrices aussi, vont faire appel à vous? En fait, peu importe le motif, là, il y a peu d'agriculteurs qui nous appellent. Je vous dirais que c'est le tiers à peu près de nos demandes qui sont faites par le producteur même. Ce qui est important de savoir, c'est que le 2 tiers, c'est par des gens autour, dans le fond, dans l'entourage, soit familial ou l'entourage, le réseau agricole, qui s'inquiètent pour la personne. Parce que, comme vous l'avez dit, le producteur, on le vit tous, là, quand on va pas bien, souvent on s'en rend pas compte, ou on est dans la tempête, ça va vite, on pense que ça va passer, puis on n'est pas nécessairement placé ou avec le bon jugement pour dire « OK, qu'est-ce que je fais? » Fait que souvent, c'est l'entourage qui va nous sonner l'alarme, puis là, nous, on va entrer en contact avec la personne. C'est souhaitable aussi que l'entourage qui s'aperçoit, dans le fond, qu'une personne ne va pas bien, oui. C'est ça, qu'elle fasse appel à vos services. Même s'ils ont juste un doute ou ils pensent que ce n'est pas nécessairement important, qu'ils nous appellent. Fait que déjà, je veux camper ça. C'est super important qu'on puisse travailler autant avec l'entourage qu'avec le producteur. Après, les producteurs, bien, ce qu'ils peuvent vivre, l'entreprise agricole a changé. C'est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de pression, il y a les changements avec la météo. Oui, entre autres. Puis, tu sais, les mises aux normes, le bien-être animal, puis personne n'est contre ça, évidemment, mais ça rajoute des pressions sur l'entreprise, les changements climatiques aussi. On a peu de contrôle. On peut avoir de la pénurie de main-d'œuvre, on l'a vécu tout le monde, mais dans une entreprise où on travaille déjà des 80 heures semaine, bien, de compenser pour un employé qui manque, là, ça devient rapidement catastrophique. Donc, c'est principalement ces motifs-là. Tout ce qui est la relève aussi, les transferts de ferme. Donc, pour une personne qui va être relève, la pression de vouloir bien faire, d'être capable d'être à la hauteur de l'entreprise qui existe déjà, c'est difficile puis ça peut être inquiétant. Puis pour le cédant, bien aussi de l'essayer de lâcher prise ou de voir que la relève va faire les choses différemment, ça peut faire vivre des inquiétudes aussi. Donc, on est là pour les accompagner pour ça aussi. Donc, inquiétude, anxiété, épuisement, surcharge de travail, pénurie de main-d'œuvre, des récoltes difficiles. Il peut y avoir séparation aussi. Oui. Ouais, une séparation, ça peut être très difficile aussi. Tu es deux à travailler à la ferme, puis finalement, tu te retrouves seul ou à peu près. Les rôles familiaux dans une ferme, évidemment, c'est tellement fusionné ensemble que ça rend des fois ça difficile. On travaille souvent avec notre partenaire, puis combien nous disent, on se voit, puis on n'est plus un couple, on est juste des colocataires, parce que finalement, à 8 heures le soir, on en profite pour faire encore des dossiers, on fait des courriels, on pense à ce qu'on va faire le lendemain, puis finalement, on s'oublie comme couple. Donc, de s'asseoir ensemble. Nous, on ne fait pas de thérapie de couple, dans le sens où je ne vais pas gérer un divorce. Ça, c'est une activité réservée du thérapeute conjugal et familial. Mais on peut, juste au niveau des rôles, en travail social, regarder, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, puis à quelle heure on punch, à quelle heure on arrête le travail. Comment on peut s'aménager du temps, dans le fond? Vous fournissez aussi des façons de faire. J'imagine. Oui. On essaie de voir avec les gens qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui fonctionne bien, ou leur faire penser à d'autres solutions. Tu sais, on disait tantôt, quand on est au cœur de la tempête, on ne le sait plus, là, on n'en a plus, on est fatigué, on a moins de ressources. Fait que d'avoir du recul, d'avoir une deuxième tête pour réfléchir, ça nous permet des fois de penser à d'autres solutions qu'on n'aurait pas pensé, d'autres façons de faire. Puis, comme je suis en contact avec plusieurs agriculteurs, bien, je vois ce qui marche aussi. Fait que des fois, je fais « Ah, bien, dans telle production, telle chose a fonctionné, y avez-vous déjà pensé? » Fait que c'est intéressant, des fois aussi, de pouvoir utiliser l'expérience puis des autres autour, en fait. Okay. Mais si quelqu'un t'appelle, c'est quoi la première démarche que tu fais? Bien, on s'entend là, que si, disons, c'est la mère d'une agricultrice, puis elle dit, bien, ça va pas bien. Là, est-ce que toi, tu abordes tout de suite l'agricultrice ou tu penses une stratégie? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas juste une recette. On a plein de façons de faire. Dans le fond, nous, c'est personnalisé, donc ça va vraiment dépendre du contexte et on est très flexible, puis on y tient. On fait un travail de proximité, puis on est vraiment flexible, autant dans l'horaire que dans la façon de rencontrer les gens, que dans la première prise de contact. D'abord, on a un numéro de téléphone qui est centralisé.
parce que moi, mon téléphone, en ce moment, il est fermé. Si quelqu'un a besoin d'aide rapidement, je ne peux pas répondre. Donc, on a une ligne qui est dans le 450 qu'on va donner tantôt, qui est à Saint-Hyacinthe, parce que nos locaux, le siège social d'Au cœur des familles agricoles, c'est à Saint-Hyacinthe. Et là, on a quelqu'un qui répond constamment au téléphone de 8h à 20h du lundi au samedi. Donc, déjà, on peut s'assurer que quelqu'un est pris en charge rapidement quand il nous appelle, puis que même si ce n'est pas directement à moi qu'il parle, il peut parler à quelqu'un puis avoir une ressource. Première étape, c'est celle-là. Après ça, si tu permets une parenthèse, de 8h à 20h, c'est bien parce que, dans le fond, tu sais, ça ne veut pas dire que toi, c'est à midi que ça ne marche pas, là, tu sais. Souvent, c'est le soir quand les gens rentrent chez eux ou... à la fin de leur journée, qui ont le temps enfin de nous appeler. Ils font, ouais, là, OK, je commence à trouver que c'est pas facile. Exactement, absolument. Donc là, ils vont parler avec Michel qui va être au téléphone, qui va regarder déjà un petit peu la situation, poser des questions. Après ça, il va rediriger vers le bon territoire. Et là, ça va m'être acheminé. Et donc là, si c'est soit le référent ou la personne, je vais vérifier avec elle, je vais essayer de voir un peu le contexte, qu'est-ce qui se passe. Si c'est un référent qui m'appelle, on va essayer de voir comment on peut entrer en contact avec la personne. Ça serait quoi le bon lien? Est-ce que c'est vous qui lui dites que vous m'avez appelé? Est-ce que c'est moi qui appelle directement? On va essayer de regarder avec le référent, travailler ensemble pour faire une première prise de contact. Puis après ça, je vais appeler le producteur si c'est ça la ligne qu'on s'est donnée. Mais c'est des services qui sont volontaires. Donc, si la personne dit non, elle dit non. C'est pas arrivé souvent à date. Puis souvent, quand ils m'ont dit non, ils m'ont rappelé quelques semaines après. Au moins, le premier lien était fait, bon. Ils ont eu le temps d'y penser, ils m'ont rappelé après. Fait qu'au moins, on fait ça comme ça. Puis après, s'ils décident de vouloir nos services, bien là, on peut continuer soit par téléphone, par visioconférence. On peut prendre un bureau à mi-chemin si les gens veulent qu'on se voit en présence, mais pas nécessairement à la ferme parce qu'il y a le conjoint, parce qu'il y a les enfants, etc. On va se rencontrer dans un bureau qui est plus neutre. Des fois, c'est préférable pour certains. Ou d'autres vont me dire, non, viens à la ferme parce que j'ai pas le temps d'aller ailleurs. Puis c'est là que ça va. Des fois, je suis dans le camion à côté du gars pendant qu'il vide son champ parce que c'est ça le temps qu'il a à me donner. Ben oui, c'est ça. Parce correct. Il ne faut pas qu'il éprouve du stress non plus à se dire, après, je vais avoir bien du travail. Puis, non, c'est ça. Nous, c'est pour ça qu'on va être flexible, puis qu'on va être présent, puis qu'on est dans une approche différente des bureaux. On ne veut pas que la personne prenne 2 heures de son temps pour venir en ville me rencontrer dans un bureau. C'est pas ça. Nous, c'est beaucoup plus informel que ça. Des fois, ils sont 5 minutes au téléphone pendant qu'ils sont en train de faucher. Peu importe la façon. Il n'y a pas de raison de ne pas m'appeler. Là, en fait, nous, on va vraiment prendre le temps qu'ils ont. Puis des fois, juste un petit 5 minutes de temps en temps pour ventiler. Ça permet que ça n'accumule pas, puis qu'on passe des meilleures journées, puis on ne développe pas quelque chose qui devient de plus en plus gros, puis qui est plus gérable à la fin, finalement. Anxiogène. Oui, exactement. C'est vraiment notre but. C'est toujours prévention, prévention, prévention. Évidemment, si la personne a des idées noires, parce que c'est pas facile comme métier, puis des fois, tout s'accumule en même temps. Si la personne pense au suicide, on veut qu'il nous appelle ou qu'on appelle le 1-866-APPEL, qui est toujours la première ligne d'urgence dans les idées suicidaires. Donc, on veut jamais que les gens restent seuls avec une problématique. Mais en même temps, j'invite les gens à nous appeler dès le début. Quand ils ont juste l'impression qu'il y a un irritant, ils font « Ah, ça va passer ». Oui, mais des fois, le porter à 2, c'est plus facile. Ça se règle plus vite. Bien, c'est intéressant, mais même, Mylène, comme conseillère en développement économique, là, des fois, vous rencontrez des gens, bien, c'est sûr qu'il faut que ce soit en agriculture, mais je pense que ça peut être intéressant de savoir qu'il y a des ressources comme celle-là. Probablement que tu la connaissais, mais c'est le fun de voir comment, tu sais, façon de parler, c'est le fun, là, mais de voir comment il peut y avoir des services qui sont donnés à l'écoute de la personne et tout, parce que c'est toujours ça, je pense, qui fait que tu ne fais pas d'appel à l'aide puis que la personne commet l'irréparable parce qu'elle ne voulait pas demander. Souvent, les personnes sont soit démunies ou soit, bon, ils ont leur amour-propre puis ils se disent « Non, j'ai pas besoin d'aide », tu sais. Puis il y a toutes sortes de ressources d'accompagnement, là, tu sais. Puis je pense que c'est né d'un besoin ça fait pas si longtemps que ça que ce poste-là existe, mais il y a un besoin qui est nommé depuis des années et des dizaines d'années, si je comprends bien, là, dans le domaine agricole. Puis on était rendu là, au Québec. Là. Bien, en fait, au cœur des familles agricoles, c'est parce que ça a commencé en Montérégie. Ça fait 18 ans que ça existe. Okay. Mais chez nous, dans la Capitale-Nationale, on n'en avait pas encore. Mais ça fait 2 ans, effectivement, que ça se travaillait puis qu'on était en recherche de financement. Donc, on est bien content de l'avoir chez nous aussi. Fait que là, c'est à faire connaître. Enfin, on a ce service-là. Mon Dieu, j'allais dire quelque chose par rapport à ça, mais oui, non, j'ai oublié l'idée. Mais c'est pas grave. Mais effectivement, on voudrait pas que ces services-là existent, mais en même temps, les gens vivent des choses difficiles. Fait que tant que, tu sais, ça changera pas, là, le système, le monde agricole va être de plus en plus exigeant, donc on veut être là pour eux. Puis quand vous parliez tantôt que les gens demandent difficilement de l'aide, des fois, ils n'ont pas le temps de chercher, de savoir
que l'aide existe ou de venir, comme je disais, au bureau. Des fois, comme vous le dites aussi, il y a un petit côté de fierté. C'est des entrepreneurs. Oui. On va être capable de on s'en sort avec tellement d'autres choses dans une entreprise. On dit, on va s'en sortir pour ça aussi. On va trouver des solutions par nous-mêmes. C'est difficile de mettre un genou à terre. C'est difficile de parler de santé mentale encore en 2021 aussi. On peut avoir plein de problématiques, mais celle-là est difficile. On dirait qu'on se sent invalidé. C'est pas seulement pour les agriculteurs, les agricultrices, là, je pense que c'est tout le monde, effectivement. Oui, là, vraiment. Il y a de la pression, le manque de personnel, tout ça, là, je pense que c'est quelque chose là, qui est un phénomène mondial, alors ça prend de l'aide quelque part, tu sais. Ça prend de l'aide, puis je pense qu'en 2021, en agriculture ou ailleurs, il faut parler de santé mentale. On est rendu là, il faut prendre soin de soi, il faut être capable de faire ce chemin-là maintenant. Fait que j'invite les gens à nous appeler le plus possible. Il n'y a personne à l'abri de ça. Il n'y a personne à l'abri. Bon. Alors, si tu veux donner les coordonnées, dans le fond, parce que vous êtes quand même plusieurs, il n'y a pas juste toi. Non, effectivement, on est un organisme provincial. Oui. On est rendu à 9 régions. En fait, nous et d'autres organismes, en fait, on a du travail de rang pour toute la province maintenant. Mais Au Cœur des familles agricoles dessert 9 régions administratives. On est rendu 12 travailleurs de rang. Le numéro centralisé, dans le fond, c'est le 450-768-6995. C'est le seul numéro à retenir. Vous appelez là, puis nous, on s'occupe d'envoyer la demande là, à la bonne personne, là, dans le fond. Puis on prend contact rapidement. Il n'y a pas d'attente. Là. OK, bon, ça, c'est important parce que des gens peuvent dire, bien, c'est ça, je vais téléphoner, puis après ça, tu sais, ça va prendre du temps et tout, ils sont débordés, mais OK, vous essayez de ne pas échapper personne. Exactement, c'est vraiment le but. Absolument. Bon. Bien, écoute, c'est fantastique qu'il y ait ce service-là parce qu'effectivement, c'est un grand besoin et on a besoin d'agriculture. L'alimentation, c'est important pour nous. Alors, bien, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. On vous revient après la pause. Alors, on accueille Jérôme Le Breton, chargé de projet pour Découvre ton village. Ça, c'est pour la municipalité de Saint-Urbain, si je me rappelle bien. Oui, c'est exact. Okay. Oui. Et qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est quoi Découvre ton village? Parce que je pense que c'est assez connu. Qu'est-ce que c'est comme projet? En fait, à la base, le projet, c'était un programme pédagogique qui a été pensé par l'école en partie et la municipalité. Ce projet-là a donné lieu à des activités pour les élèves. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'estime de soi, les liens avec la communauté. Donc, on a des partenaires dans la communauté à Saint-Urbain qui offrent de la disponibilité, chez qui on va avec les élèves. Et les élèves ont droit à une activité inspirante chez chacun de nos partenaires. Donc, ça peut être le Parc des Grands Jardins, ça peut être les viandes biologiques, ça peut être les émeus, la ferme des émeus. Et on en a 18 comme ça. Donc, on va, avec les élèves, chaque année, découvrir ces endroits-là et chaque niveau scolaire a droit à 4 ou 5 activités par année. Et de visiter un producteur local pour qu'ils connaissent là, ce qui se passe chez eux. Absolument. Ça peut être un producteur local, donc du genre d'un agriculteur, par exemple, comme la ferme Cran-Blanc. Ça peut être aussi un artisan ou une artisane comme la potière Chloé. Ça peut être aussi de découvrir comment fonctionne la municipalité. Donc, les jeunes ont droit à des visites dans des lieux comme le conseil, où se passent donc les conseils, la salle du conseil. Pour voir les gens impliqués, là? Oui, en fait, l'objectif à date n'a pas été complété parce qu'on a fait une vidéo à cause de COVID sur ce sujet-là, mais à terme, l'idée, c'est vraiment d'aller avec des élèves de 6e année dans la salle de conseil avec la mairesse et de créer un conseil de ville fictif pendant une heure ou deux pour qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement, le pourquoi, le comment ça se fait et qui décide quoi. Donc, c'est ce genre intéressés, dans le fond, à la vie politique et sociale de leur village. Oui, dans l'ensemble, l'idée, c'est de les intéresser à leur communauté, aux gens qui participent à la communauté, chacun à sa manière, que ce soit dans une entreprise privée, que ce soit en agriculture ou que ce soit au niveau purement municipal. Ça nous amène à parler des objectifs que vous aviez avec Découvre ton village. Donc, c'était découvrir des gens du village, mais vous aviez des objectifs aussi par rapport aux jeunes. Si on parle, je pense en tout cas au fait de leur
procurer plus un ancrage dans leur village, qui décident de rester, de s'impliquer? Il y avait des choses comme ça? En fait, le point de départ, c'est de se rendre compte que les jeunes n'ont pas accès nécessairement à beaucoup d'endroits dans le village et passent devant certains lieux sans savoir vraiment ce qui s'y passe. Donc, l'idée, c'est vraiment de les amener à éveiller une curiosité de qu'est-ce qui se passe dans ma communauté. Donc, qu'est-ce qui se passe, comme on a nommé pas mal de nos partenaires, mais donc, qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là? Et qui sont ces gens-là aussi? Ce n'est pas juste ce qui s'y passe. Ce qu'on essaie de donner comme chance aux élèves, c'est d'avoir une période dans laquelle ils vont pouvoir être confrontés à des gens qui ont une histoire qui est souvent de toute façon reliée à leur propre histoire, puisque certains ont même fait leur étude de la maternelle à la 6e année dans la même école que eux. Ben oui. Donc, les élèves sont vraiment mis en face de ces gens-là. Ils peuvent leur poser des questions sur leur parcours, ce qui fait que ça démystifie un petit peu l'idée qu'on peut avoir d'une communauté pour quelqu'un de l'âge c'est vraiment, on a une école primaire, donc ce sont des jeunes élèves, mais ces élèves-là, quand vous les confrontez à des gens comme, par exemple, Johanna avec ses chèvres, vous vous rendez compte qu'une classe de 6e année passe 2h30 à vraiment triper dans un milieu dans lequel on se dirait que peut-être les maternelles, mais peut-être pas les 6e années. Et pourtant, ces jeunes-là s'intéressent. Pourquoi? Parce qu'il y a en arrière du lieu, en arrière de l'activité, il y a aussi des personnes. Et je pense que c'est important de créer ces liens-là dans la communauté avec des personnes qui sont comme vous, comme moi, qui sont malgré tout, qui peuvent malgré tout devenir des exemples pour ces jeunes-là. Bien, ça permet de renforcer le tissu social, comme on dit, parce que c'était intéressant. Tu dis, ben oui, OK, lui, il fait de la saucisse aujourd'hui, mais il est allé à l'école, à la même école que moi. Donc, ça leur permet de faire des comparaisons, puis de se sentir vraiment dans le village, puis d'en faire partie. L'idée, c'est de donner un sens, en fait. Ce qu'on essaie de faire par Découvrir ton village, entre autres, c'est donner un sens à l'école. C'est le fun d'aller à l'école et il faut que ça soit le fun d'aller à l'école. Et Découvrir ton village participe ou essaie de participer à ce sens-là. On va aller à l'école, on va avoir des belles activités avec notre professeur, l'enseignant, puis on crée des liens avec l'enseignant pendant ces activités-là qu'on ne crée pas nécessairement en classe, puisqu'on est dans un milieu complètement différent. Bien, c'est ça, oui. Puis, tout ça va perdurer finalement dans la relation avec l'enseignant, mais c'est aussi des relations qui se nouent et qui se dénouent finalement assez rapidement pendant l'activité avec les personnes qui font partie de l'activité, qui la présentent. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... L'idée, c'est que ça permette d'avoir des moments d'inspiration qui sont différents de ceux qu'on peut trouver dans l'école elle-même. Voir différentes facettes, dans le fond, de ton village, des gens qui sont là. Parce qu'aller à l'épicerie, voir quelqu'un derrière le comptoir, mais le rencontrer puis jaser avec, c'est quelque chose de différent qui permet de plus connaître la personne. Oui, certainement. Certainement, c'est que on s'est amusé à faire une vidéo justement à l'épicerie et un jour ou l'autre, on va y aller vraiment avec les élèves. Et l'idée de l'épicerie, c'est que vous démystifiez en même temps la vie d'un élément de l'épicerie, disons la vie de ce que vous allez acheter, c'est-à-dire d'où vient ce que vous achetez. Et pour des jeunes, souvent, c'est pas clair. Alors que là, on a la chance, puis on a la chance de le faire avec la personne qui, elle, le fait au quotidien, puis qui vous sert la slotch quand vous passez à l'épicerie. Et c'est là où l'idée du lien fait encore plus de sens, parce qu'on connaît un petit peu plus la personne, on connaît un peu mieux son rôle dans ce qui est notre vie. Et je pense que c'est une chance, là encore, d'espérer que les jeunes développent leur curiosité face à ce genre de situation. C'est-à-dire que s'ils vont dans une activité Découvrir ton village et qu'on leur donne la possibilité de vraiment poser des questions, s'intéresser à des sujets auxquels ils n'ont pas accès d'habitude, peut-être auront-ils le même réflexe le jour où ils vont se trouver dans d'autres situations en dehors de l'effet scolaire. Eh bien, ça veut les forcer, dans le fond, là, bien, pas les forcer, là, mais les entraîner à avoir, à discuter avec les gens, puis peut-être avoir des relations différentes. Bien, c'est un peu comme on parlait tantôt, un épicier, il a décidé de donner un service à la communauté.
Alors, c'est important qu'ils choisissent parce que c'est quelque chose que les gens qui sont dans le village ont choisi de rester là, ils ont choisi de travailler dans leur village, de donner un service. Alors, c'est admirable, c'est quand même quelque chose là, qui est précieux. Puis j'imagine bien, Jérôme, que des fois, les enfants, en ayant vu toutes ces choses-là dans leur village, après ça, ils arrivent à la maison puis ils sont fiers de raconter à maman, à papa, à leurs frères, leurs sœurs, qu'eux, ils savent comment ça marche dans le backstore de l'épicerie ou qu'eux, ils les ont vus, les émeus, par exemple. Ou moi, ma fille est allée faire la visite des émeus parce que j'habite à Saint-Urbain, puis on en a reparlé après, tu sais, fait qu'elle ramenait quelque chose avec de la fierté, avec une connaissance de son village, justement, qu'elle a découvert un peu mieux, fait que c'est clairement un super projet. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 6 ans. 6 ans. Donc, déjà, à 6 ans, si Découvre ton village continue, elle va avoir un lien différent avec son village. Vous restez, c'est pas en périphérie, là, c'est pas si grand Saint-Urbain, mais vous restez pas nécessairement dans le village. Donc, puis avec ce projet-là, c'est en faisant tout son primaire avec Découvre son village, elle a fait le tour de tous les partenaires plus qu'une fois, puis elle a découvert, elle aura, là, tu sais, quand elle sera en 6e année, découvert beaucoup de choses sur Saint-Urbain, qui va être son Saint-Urbain, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est super riche pour nos enfants, puis pour notre communauté qui tisse des liens à différents niveaux, là. Bien, je pense que c'est un projet très intéressant. Et puis, il y a sûrement d'autres villages qui vont vous copier ou vous imiter parce que je pense que c'est une grande valeur. Vous avez remporté un prix aussi? Bien, finalement, oui, c'est un peu drôle parce que ce projet-là, quand on l'a parti, on était sur des bases assez larges, dans le sens que on connaissait nos objectifs, on n'était pas sûr de la réponse de nos partenaires et je peux vous dire que la réponse des partenaires, on était parti pour en avoir 12 et on en a eu 18 parce que finalement on a accepté toutes les personnes qu'on a consultées. Et il est arrivé un moment où on s'est fait proposer de présenter donc, notre projet à Espace Muni pour, comment dire, c'est un organisme en fait qui s'occupe d'aider les municipalités à organiser des projets comme celui-là. Et chaque année, ils essaient de rassembler des projets novateurs qu'eux n'ont pas nécessairement fait émerger. Inspirant pour les autres municipalités. Exactement. Ils ramènent ça vers leur organisation pour être capable de faire rayonner des projets comme le nôtre, qui ne sont pas nécessairement des projets qui sont mis de l'avant. Et on a été choisi comme étant un des projets qui était inspirant, justement. Donc, à défaut d'inspirer, le trophée qui est là. Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, effectivement. Et ce trophée est certainement, comment dirais-je, le fruit du travail de toutes les personnes qui ont partagé l'expérience, c'est-à-dire l'école. Parce qu'à quelque part, il ne faut pas oublier que l'école est l'endroit où on travaille avec ce projet-là en premier lieu, et c'est de là que le projet a quand même émergé. Donc, l'école, les partenaires, la ville, la municipalité de Saint-Urbain, donc tous ces gens-là sont là-dedans, et ce projet-là, ou en tout cas ce trophée-là, c'est plus comme un encouragement pour tous les gens qui ont participé au projet de le mener vraiment plus loin, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce soit un projet qui s'insère et qui soit sur la durée, finalement. Je trouve ça intéressant parce que, bon, c'est marqué sur un programme pédagogique, mais également, le prix est remis pour la valeur de l'intelligence collective que vous avez créée. C'est quand même quelque chose de bien. Oui, oui. Moi, je rajouterais un partenaire parce que l'année passée, à cause de la COVID, il n'y a pas eu de visite en présentiel. Fait que les capsules, c'est TVCO qui les a fait. Absolument. Les capsules sont disponibles aussi. Nous, c'est comme ça qu'on les a regardées, justement, à la maison avec les enfants. Ça, c'est un autre volet du programme et dont, justement, ce prix-là soulignait aussi ce volet-là. COVID nous a obligés, du fait qu'on ne pouvait plus faire de visite sur les sites, à trouver une solution. Et la solution, c'est de collaborer avec TVCO et de produire des émissions, carrément, qui sont utilisées à l'école. Donc, ce sont vraiment des émissions qui sont pensées pour les élèves et qui ont été diffusées sur TVCO une grande partie de l'hiver.
Alors, on peut encore les voir, dans le fond, en regardant YouTube ou sur le site de TVCO et tout ça. Et puis, vous continuez encore cette année? La MRC participe maintenant à notre projet, puisqu'on avait, bien sûr, dans l'idée d'essayer de donner un élan supplémentaire à la partie vidéo. Et la municipalité, la MRC sont de concert pour financer une deuxième saison de vidéos, d'émissions de Découvre ton village. Toujours avec TVCO? Qui seront produits avec TVCO, oui. Bon, bien, c'est fantastique. Alors, je souhaite longue vie à votre programme et à votre intelligence collective. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous inviter à contribuer à la Guignolée des médias qui se tiendra le jeudi 2 décembre prochain. D'ailleurs, TVCO sera devant la caisse Desjardins. Et puis, on sait que Moisson Québec en parle et Centre Pro Santé aussi. Il y a 30 de plus de demandes alimentaires. Alors, c'est une période pour être généreux, en tout temps, vous me direz, mais profitez-en pour contribuer à la Guignolée des médias. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.